面を調べとんの。敵もかねえな。いませんよ、そんな。元の見張りの人を切ったのもあなたでしょ。あんた方を助け出すには気もからかったんでね。でも、助けられてこんなことにはなんですけど。Bah, qu'est-ce que vous faites là? Ah, je vois. Vous aimez le cinéma? La photographie? Ça tombe bien. Moi aussi. Pokéball Soup. Pokéball Soup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokéball Soup. Winter is coming, comme dirait l'autre. Avec la baisse des températures, j'ai généralement plus envie de rester au chaud plutôt que de sortir prendre des photos. Et oui, l'hiver est une période pendant laquelle j'en profite en général pour terminer les jeux vidéo qui sont sur mon backlog, manger de la raclette ou des gratins à n'en plus finir, lire la masse de livres qui s'entassent chaque année un peu plus sur mon étagère, mais aussi et surtout pour voir des films, que ce soit dans une salle de cinéma ou calé bien au chaud sous la couette. À mes yeux, 2024 a été une excellente année de cinéma, et on a eu droit à quelques films dont le thème principal était la photographie, d'où l'épisode d'aujourd'hui, consacré à quelques films sur la photographie que j'apprécie. Alors, certains de ces films datent déjà d'il y a quelques années, d'autres sont assez récents, et d'autres, un autre, devrait sortir bientôt. Enfin, si je termine la vidéo à temps. Alors, je préfère vous prévenir tout de suite, il n'y a pas de classement, c'est vraiment juste une liste, c'est vraiment juste des recommandations que je vous fais. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous prendre un petit truc à boire ou à manger, de vous caler tranquillement, parce que la vidéo va durer un moment. Vous êtes prêts? Bah, on y va. On commence avec une œuvre dont j'ai déjà parlé sur cette chaîne, et il s'agit de Life, réalisé par Anton Corbijn, sur un scénario de Luke Davis. Sorti en 2015, Life est un film inspiré de faits réels qui se focalise sur la rencontre entre le photographe Dennis Stock et l'acteur James Dean, une rencontre qui a conduit à la création d'une série photo devenue iconique. L'action de ce long métrage s'ouvre à Los Angeles en 1955. On y découvre un Dennis Stock impatient de faire décoller sa carrière de photographe et un James Dean en passe de devenir l'icône du cinéma qu'il deviendra. Pour la petite histoire, il faut savoir que cette série photo a été publiée en 1955 dans le magazine Life, d'où le nom du film, mais que c'est après la mort de James Dean la même année qu'elle a rencontré le succès auprès du grand public. Forcément, la photographie occupe une place importante du film, d'autant plus que le réalisateur Anton Corbijn est lui-même photographe. Au cours de sa carrière, il a tiré le portrait de nombreuses personnalités, parmi lesquelles on peut citer Björk, Miles Davis, David Bowie ou encore Depeche Mode. Life s'attache à reproduire les situations qui ont conduit au cliché de cette série photo. On y découvre aussi un aperçu du fonctionnement du magazine Life quant à la publication de photos. Le film est porté par Robert Pattinson dans le rôle de Dennis Stock, Dane DeHaan dans celui de James Dean et dispose d'apparitions de Sir Ben Kingsley et Joel Edgerton. Life est un film terre-à-terre car l'histoire derrière le film l'était. Il prend le temps d'installer ses personnages et l'on y voit comment la relation entre le photographe et son sujet évolue peu à peu en une amitié. Si dans la réalité, Dennis Stock a pu suivre et photographier James Dean lors de tournages comme celui de La Fureur de vivre, dans Life, c'est plutôt dans des bars, dans un salon de coiffure ou dans la ferme familiale des Dean qu'on le voit à l'œuvre. La cinématographie du film a été confiée à Charlotte Bruce Christensen, une directrice de photographie derrière des films tels que Fences, Le Grand Jeu, The Banker ou Sans un bruit. Dans Life, on a droit à des plans avec une composition relativement simple, où la caméra s'efface pour laisser les acteurs porter l'histoire. L'image est à la fois très épurée et douce, et je pense qu'on le doit notamment aux objectifs anamorphiques que Charlotte Bruce Christensen a l'habitude d'utiliser. Visuellement, l'image oscille entre une lumière dans les tons chauds et un blanc-gris plus prononcé lors de scènes tournées en extérieur par temps enneigé.
Les décors et les costumes d'époque apportent un charme incontestable et rendent le tout plaisant à regarder. Si vous souhaitez en savoir plus sur le film, sur le photographe Dennis Stock et la série photo dépeinte dans Life, je vous invite à jeter un coup d'œil au deuxième épisode de Bokeball Soup, dont vous trouverez le lien en description. Sorti en 2013, Everybody's Street est un documentaire réalisé par Cheryl Dunn dans lequel il est question d'un sujet qui me tient à cœur, la photo de rue, et pas n'importe où puisqu'il s'agit de photos de rue à New York. Ce que j'apprécie dans ce film, c'est la multiplicité des styles de photographie, mais également des périodes que l'on peut voir. À travers le travail et les carrières d'une dizaine de photographes comme Boogie, Joel Meyerowitz, Elliot Erwitt, Martha Cooper, Bruce Gilden, Jamel Shabazz ou encore Jill Friedman, on traverse des décennies d'histoire de la Grande Pomme en passant d'un quartier à un autre. Série photos sur les débuts du graffiti, sur des policiers, des pompiers, des toxicomanes ou juste sur la vie de tous les jours dans les rues, chacune de ces perspectives participe à dresser un portrait de la ville. Everybody's Street est le genre de documentaire qui souligne et surligne l'importance de la photo de rue dans sa capacité à servir de document et de témoin d'une époque. Il est également important de s'intéresser à la période à laquelle Everybody's Street a été tourné, puisque le début des années 2010 a été une période de forte démocratisation des appareils photo numériques, avec des appareils et des objectifs qui ont permis d'avoir un rendu pouvant égaler, voire dépasser d'un point de vue technique ou technologique, celui d'appareils argentiques. Pour ou contre la photographie numérique, cette question de nombreux photographes se la sont posées. Ce fut une période de transition pour certains, de réflexion et de débat pour d'autres, et ce sujet est abordé à quelques reprises dans le documentaire. Everybody's Street nous rappelle également que certains artistes qui apparaissent dans ce documentaire qui a maintenant plus de 10 ans ne sont malheureusement plus parmi nous. Je pense à Rebecca Lepkoff, décédée en 2014, Marie-Hélène Mark en 2015, Jill Friedman en 2019, Ricky Powell en 2021 ou encore Elliot Erwitt en 2023. C'est donc un must-watch pour découvrir ou redécouvrir leur travail. Everybody's Street est un film qui vous permettra de vous plonger dans l'univers de photographes qui s'expriment sur leur parcours de façon spontanée et sans détour. C'est un document d'archives plein d'anecdotes qui nous éclaire sur ce qui pousse certains photographes à enfiler une paire de chaussures, prendre leur appareil photo et claquer la porte de leur appartement pour capturer ce qu'il se passe dans la rue. Si vous ne l'avez pas encore vu, sachez qu'Everybody's Street sera disponible jusqu'au 31 décembre 2024 sur le site d'Arte. La Cité de Dieu est une adaptation du roman éponyme, sorti en 1997 et écrit par Paolo Lins. Sorti en 2002, co-réalisé par Fernando Meirelles et Katia Lund, c'est un film choral dont l'action se déroule au Brésil et s'étale de la fin des années 60 au début des années 80 dans le quartier de la Cité de Dieu à Rio de Janeiro. On y voit la montée du crime organisé et les luttes de territoire qui vont conduire à une véritable guerre de gangs. Une guerre dans laquelle les habitants de la Cité de Dieu seront pour certains les victimes et pour d'autres les spectateurs ou les acteurs. Le soliste du film se nomme Bouscapé. C'est un jeune homme qui vit dans la Cité de Dieu, mais qui cherche plutôt à s'éloigner d'une vie de gangster vers laquelle il aurait pu se tourner en suivant les pas de son grand frère qui est membre d'un gang local. Le lien avec la photographie est loin de sauter aux yeux et reste en arrière-plan pendant une bonne partie du film avant de finalement devenir un des moteurs de l'histoire. Et c'est à travers le personnage de Bouscapé que ce lien va s'établir. L'intérêt du jeune homme pour la photographie va au fil du temps se transformer en passion. C'est à la fois la chance, les circonstances et la volonté de Bouscapé à devenir photographe qui vont peu à peu l'amener sur la voie du photojournalisme.
Loin de coller trait pour trait à la réalité, il faut savoir que le film fait librement écho à des personnes et des faits qui ont eu lieu dans le quartier de la Cité de Dieu. Plus de 20 ans après sa sortie en salle, la Cité de Dieu fait à nouveau parler de lui. En août 2024, on a eu droit à une série de 6 épisodes qui fait suite aux événements du film, intitulé La Cité de Dieu, la lutte continue. On y retrouve Bouscapé, cette fois en photojournaliste aguerri, de retour dans le quartier de son enfance alors que celui-ci est en proie à une nouvelle guerre de territoire. Enfin, à partir du 11 décembre 2024, le film va bénéficier d'une ressortie en salle. Donc si vous ne l'avez jamais vu, que vous souhaitez vous replonger dans son univers, ruez-vous dans la salle de ciné la plus proche pour le voir dans toute sa gloire sur grand écran. Changement de destination avec Minamata, un film inspiré de faits réels, sorti en 2020 et réalisé par Andrew Levitas. L'histoire se déroule au Japon. On y suit le photojournaliste William Eugene Smith alors qu'il se rend au début des années 70 dans la ville de Minamata pour y photographier les répercussions d'une des plus effroyables catastrophes écologiques de l'archipel japonais. William Eugene Smith est aujourd'hui encore considéré comme un des maîtres du photojournalisme. Des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, à la vie d'un médecin de campagne ou d'une sage-femme, en passant par la scène jazz qui enflamma New York dans les années 60, son travail a été acclamé à de maintes reprises. Le travail documentaire qu'il a accompli sur la pollution causée par une usine de produits chimiques de la baie de Minamata ne fait pas exception à cette règle. Cette pollution a conduit à la maladie de Minamata, une intoxication au mercure pouvant entraîner de graves conséquences pour ses victimes, comme une perte de la motricité, une paralysie, des troubles de la parole, des malformations, de lourds handicaps pour les enfants à naître ou encore une mort dans de grandes souffrances. En juin 1972, Life Magazine publie un reportage photo intitulé Death Flow from a Pipe, réalisé par William Eugene Smith et Eileen Miyoko Smith. En Occident, c'est ce reportage qui va attirer l'œil du grand public sur cette catastrophe écologique et surtout sur la maladie qu'elle a causée et qui a touché durant plusieurs décennies des dizaines de milliers de personnes. De la conception à la réalisation en passant par la promotion, Minamata est un film qui baigne dans la photographie. Johnny Depp, qui joue et d'ailleurs produit le film, est amateur de photographie. Quant à Andrew Levitas, le réalisateur, il est également photographe. Pour ce long métrage, il s'est entouré de férus d'images animés eux aussi par un regard profondément artistique, comme le directeur de la photographie de Minamata, Benoît Delhomme, qui est également artiste peintre. Monsieur Delhomme a mis son savoir-faire en maîtrise des couleurs au service du film, chose qu'il avait d'ailleurs déjà pu faire en tournant At Eternity's Gate, un film sur le peintre Vincent van Gogh. Dans Minamata, cela se traduit par un éclairage naturel ou artificiel de scènes avec des couleurs très vives et saturées. Le photographe de plateau Larry D. Oryx a lui plutôt axé ses clichés sur un noir et blanc très contrasté. Que ce soit l'un ou l'autre, ils ont tous les deux opté pour un matériel ultra compact pour l'image de ce film, leur but étant de se rapprocher du style de William Eugene Smith dans la façon de cadrer et de faire des plans serrés. Enfin, le film d'Andrew Levitas n'aurait pas pu être ce qu'il est sans la participation et les conseils d'Eileen Miyoko Smith, qui a notamment ouvert ses archives et celles de son ancien compagnon à l'équipe du film. Minamata est un film engagé et engageant, porté par un casting efficace. Johnny Depp est parfait dans le rôle d'un William Eugene Smith écorché, bourru et un peu trop porté sur la bouteille. Minami est convaincante dans le rôle d'une Eileen Miyoko Smith à la fois douce mais déterminée à dévoiler les agissements de la puissante Shiso. Hiroyuki Sanada l'est tout autant dans la peau d'un activiste, tout comme Jun Kunimura dans celle du président de l'usine chimique Shiso. Mention très spéciale à la bande originale qui a été confiée aux soins de Ryuichi Sakamoto, un compositeur, musicien, producteur et acteur que j'affectionne. Si vous avez vu des films comme The Revenant d'Alejandro González Iñárritu, Talon aiguille de Pedro Almodóvar, Snake Eyes de Brian De Palma, Little Buddha ou Le Dernier Empereur de Bernardo Bertolucci,
vous avez sans doute entendu certaines de ses musiques. Malheureusement décédé début 2023, son travail sur ce film fait partie des dernières bandes originales qu'il a composées. Si vous souhaitez en savoir plus sur Minamata, le film, mais aussi sur la catastrophe qui l'a inspiré et le travail de William Jane Smith, je vous invite à regarder l'épisode de Bokeh Soup qu'il aurait consacré. Vous trouverez le lien en description. À quoi ressemble la vie d'un photographe sur le point de devenir aveugle? C'est un des thèmes abordés dans Vers la lumière, un long métrage réalisé par Naomi Kawase, sorti en 2017. Dans ce film d'1h41, nous suivons Misako Ozaki. Misako est audiodescriptrice. Elle écrit des descriptions de films à l'attention de personnes aveugles ou malvoyantes, des textes qui seront ensuite enregistrés en voix off. Lors de la présentation de son travail devant un groupe test, Misako va faire la rencontre de Masaya Nakamori, un photographe qui est en passe de perdre totalement la vue. Dès les premières minutes du film, Vers la lumière nous invite à découvrir la façon dont les personnes malvoyantes ou aveugles perçoivent, vivent ou peuvent imaginer ce qu'il se passe sur un écran grâce à l'audiodescription. Le film introduit ensuite un élément tragique et un brin ironique avec le personnage de Masaya Nakamori, un célèbre photographe atteint d'une maladie qui le conduit peu à peu vers la cécité. On le voit s'ajuster à sa nouvelle vie de malvoyant, trouver tant bien que mal son autonomie au quotidien, mais aussi et surtout se préparer à dire adieu à la photographie, une chose qu'il a forcément un peu de mal à accepter. Vers la lumière est un film qui porte bien son nom. Une des choses qui m'a frappé en le regardant, c'est la luminosité de son image, une image légèrement surexposée qui se balade la plupart du temps dans les couleurs chaudes. La lumière, qu'elle soit naturelle ou artificielle, est très souvent représentée et filmée à l'écran à travers des couchers de soleil, des gros plans sur la lumière de projecteurs de cinéma ou de vidéoprojecteurs, des lance-fers sur les objectifs de la caméra ou encore des prismes qui réfractent la lumière sur certaines scènes. Même lors de scènes intérieures, la surexposition de l'image fait qu'on a des ombres très peu sombres à l'écran. Tout ceci n'est évidemment pas dû au hasard, et le titre du film en dit long sur les intentions de ce long métrage. Lors d'une conférence de presse au Festival de Cannes, Naomi Kawase s'est exprimée sur la thématique de la lumière dans son film en déclarant « La lumière est quelque chose que l'on trouve n'importe où. C'est quelque chose qui illumine tout et dont on a tendance à oublier l'existence. » Pour faire écho à l'épreuve que le personnage de Nakamori doit traverser, elle a également ajouté « Ce que j'étais décidé à filmer dans ce long métrage, c'est la lumière qu'on peut trouver au bout de ce cauchemar. » Le film nous invite clairement à nous demander ce que nous ferions à la place de Nakamori-san. Comment réussirions-nous à trouver la lumière pour continuer à avancer? Vers la lumière explore ces thématiques ainsi que d'autres par une approche poétique et romantique dans sa façon d'être filmée, mais aussi à l'aide d'une bande-son aux musiques tantôt mélancoliques, tantôt pleines d'espoir, composée par Ibrahim Malouf. Civil War est un long métrage d'1h49, écrit et réalisé par Alex Garland, et c'est une de mes claques cinéma de l'année 2024. Civil War est un film qui porte le photojournalisme et la photographie de guerre en étendard. On y suit un groupe de journalistes et de photojournalistes qui partent de New York pour se rendre à Washington dans le but d'interviewer le président des États-Unis. Seul petit bémol, le pays est plongé dans une guerre civile, ce qui va un peu compliquer le trajet. Le réalisateur et scénariste Alex Garland a utilisé à la fois les codes d'un road trip movie et ceux d'un film de guerre, à la différence près que les protagonistes n'ont pas d'armes à feu entre les mains, mais des stylos ou des appareils photo, et cela change tout car le fait qu'ils ne puissent pas se défendre plonge le film dans une tension quasi permanente à chaque rencontre que fait le groupe. Ce que j'apprécie dans Civil War,
c'est qu'il met en avant la profession de photoreporter. On y parle de l'objectivité dont doit faire preuve le photojournaliste, du fait de devoir documenter sans chercher à prendre parti, de ce qui motive le photographe à déclencher à certains moments plutôt qu'à d'autres, et de la façon de le faire dans des conditions forcément compliquées. Le film aborde, somme toute brièvement, les traumas et traumatismes subis par les journalistes qui se rendent dans des zones de conflit. La force du film, c'est de nous faire vivre cette guerre à travers 4 perspectives, chacun des personnages principaux symbolisant en quelque sorte un seul et même journaliste, mais à différents moments de sa carrière. Le personnage de Lee, interprété par Kirsten Dunst, dont le prénom est un clin d'œil à la photographe Lee Miller, est dans le monde de Civil War une célèbre photojournaliste qui a notamment été la plus jeune photographe à faire partie de l'agence Magnum Photo. Elle s'est depuis illustrée par le travail qu'elle a accompli sur différentes crises et conflits à travers le monde, et fait équipe avec Joel, campé par Wagner Moura, un journaliste également rompu à l'exercice du reportage en terrain dangereux. Ce duo va croiser sur sa route Jessie, la petite novice du groupe, interprétée par Kalish Penny, une jeune femme photographe qui rêve de marcher dans les pas de Lee. Enfin, Sammy, joué par Stephen McKinley Anderson, incarne le vétéran du groupe puisqu'il s'agit d'un journaliste en passe de prendre sa retraite. Plusieurs mois avant le début du tournage, les actrices et acteurs de Civil War se sont préparés à jouer leur rôle en prenant en main les appareils photos qu'on les voit utiliser à l'écran, en faisant des entretiens avec des photographes de guerre, en effectuant des recherches au travers de livres ou de films comme le documentaire Under the Wire, un documentaire sur l'entrée dans une Syrie ravagée par la guerre en 2012, de la journaliste Mary McLovin et du photographe Paul Conroy. On pourra également citer le film Requiem pour un massacre, un long métrage russe qui explore sans détour la guerre dans toute son horreur. Du côté de l'image, la cinématographie du film a été confiée à Rob Hardy. Il a notamment été directeur de la photographie sur Mission Impossible Fallout, et il a l'habitude de travailler avec Alex Garland puisque le duo a déjà collaboré sur les films Ex Machina, Men, Annihilation et sur Devs, une série créée, réalisée et écrite par Monsieur Garland. Dans un entretien qu'il a accordé à la chaîne YouTube Make Art Now sur les coulisses du film, Rob Hardy a mis en avant certains éléments clés qui ont guidé la cinématographie. L'authenticité, à savoir la volonté de retranscrire au plus près le travail des photojournalistes sur des zones de conflit. La composition, le fait de composer des plans et des photographies au service de la narration et de l'histoire du film tout en ayant un certain impact visuel. L'imprévisibilité, à savoir retranscrire le chaos des zones de combat où tout peut arriver et basculer d'un moment à l'autre. Pour créer une sensation d'immersion lors de scènes d'action, l'équipe du film a donné naissance à ce que le directeur de la photographie qualifie de tournage à 360 degrés. Les acteurs étaient jetés en plein milieu de recréations d'affrontements avec des personnages ou des véhicules pouvant surgir autour d'eux. L'utilisation simultanée de plusieurs caméras couvrant chacune un angle ou un personnage bien précis a permis de capturer leurs réactions tout en offrant une continuité visuelle et chronologique à l'image. Cette méthode de tournage synchronisé a permis à certaines scènes du film d'être tournées en un minimum de prises, voire en une seule prise, un petit peu comme un plan séquence avec plusieurs caméras. Le matériel ayant servi lors du tournage a également été choisi pour épouser cette philosophie puisque Rob Hardy a opté pour des caméras relativement compactes et portatives, pouvant être tour à tour portées à la main comme un réflexe, fixées sur des véhicules, des grues ou des drones. Parmi ces caméras, on pourra citer l'appareil hybride Sony Alpha 7S III, la DJI Ronin 4D 6K, la Red Weapon ou encore la Sony Venice. Plan large, serré, gros plan voire macro, chacune de ces caméras et surtout les objectifs fixés dessus ont contribué à la richesse de la cinématographie du film. Vu la toile de fond de Civil War, l'esthétique visuelle et la colorimétrie du film se veulent ancrées dans le monde réel et pourtant, Rob Hardy a pris quelques libertés en produisant par moments des couleurs vives et saturées ou des artefacts surréalistes et récurrents à l'écran comme ces aberrations chromatiques, souvent en rapport avec le personnage de Lee. Ce qui fait mouche pour moi à l'écran, ce sont ces images en couleur ou en noir et blanc qui dans le film sont censées être des photos prises par les personnages de Lee ou de Jessie. Certaines sont de vraies photos prises par Kirsten Dunst et Kalish Penny, mais la plupart sont en fait des arrêts sur image tirés de rushs de caméra. Dans les heures de vidéo à leur disposition, Rob Hardy et Alex Garland ont sélectionné les moments les plus photogéniques pour en quelque sorte simuler et créer des photographies prises lors d'instants décisifs.
vissé dans mon fauteuil, seau de popcorn à la main, Civil War m'a fait passer par tout un tas d'émotions et je suis sorti de la salle de cinéma totalement chamboulé. C'est un film parfois effrayant, tant on se dit que le portrait de cette Amérique dystopique pourrait être trait pour trait celui des États-Unis si une guerre civile venait à éclater aujourd'hui. C'est un film qui assume la violence physique et psychologique liée à la guerre et qui comporte des scènes dures à regarder. Mais entre les horreurs de cette guerre civile fictive et des scènes totalement absurdes ou lunaires, le film dispose de moments de respiration, de moments de calme, de poésie et de légèreté. Civil War est un film haletant, qui à mes yeux est maîtrisé du début à la fin tant dans son propos que dans sa mise en scène. Si vous lorgnez du côté du Blu-ray, sachez que vous aurez droit en supplément à un making-of de 56 minutes et à 20 minutes de questions-réponses du réalisateur et d'une partie des acteurs lors d'une présentation du film au festival South by Southwest. Ernest Cole photographe est un documentaire de 1h46 réalisé par Raoul Peck et dont la sortie est prévue le 25 décembre 2024. Fin novembre, j'ai eu la chance d'assister à une avant-première de ce long métrage en présence de son réalisateur. Si je connaissais déjà Raoul Peck pour son excellent documentaire I Am Not Your Negro sur l'écrivain James Baldwin, je ne connaissais absolument rien du photographe Ernest Cole avant de tomber sur la bande-annonce du film 2 semaines plus tôt. Après cette soirée de près de 3 heures de présentation, diffusion et débat autour d'Ernest Cole photographe, je peux vous dire que rarement un documentaire sur un photographe ne m'a autant captivé et touché, d'abord par les qualités visuelles et émotionnelles de ses photos, mais aussi et surtout par sa narration, son montage et la vie et les histoires tournant autour du principal intéressé. Ernest Cole était un photographe sud-africain, notamment connu pour son livre House of Bondage, La maison de la servitude en français, qui est paru en 1967 alors qu'il avait 27 ans. Ce livre est le fruit d'un travail de 10 ans, 10 années pendant lesquelles Ernest Cole a documenté et photographié l'apartheid au quotidien. Pour sortir un tel livre sans risquer d'être inquiété par le gouvernement sud-africain, Ernest Cole a dû quitter son pays en 1966. D'abord publié à New York, le livre est salué par les critiques américaines à sa sortie mais recevra une interdiction de distribution en Afrique du Sud. Cole va vivre son exil entre les États-Unis et la Suède, où il rencontra sur sa route tantôt le succès et tantôt des jours plus sombres. Il décédera finalement à New York en 1990, à l'âge de 49 ans, sans jamais revoir son pays natal. En 2017, 60 000 négatifs ainsi que des notes du photographe ressurgissent dans un coffre d'une banque suédoise sans que personne ne semble savoir comment et pourquoi ces documents y ont atterri, et le film retrace en partie cette étrange histoire. Avec ce documentaire, le réalisateur Raoul Peck a fait le choix audacieux mais nécessaire de ressusciter Ernest Cole. Si M. Peck interprète lui-même la voix off de ce documentaire, c'est bien Ernest Cole qui est en fait le narrateur de sa propre histoire, car c'est grâce aux mots du défunt photographe qu'on saisit l'horreur de l'apartheid pour quelqu'un qui la vit et la subit au quotidien, et que l'on arrive également à cerner le parcours atypique de cet artiste qui a tout risqué pour faire entendre sa voix. Ernest Cole photographe est un documentaire qui mérite votre attention. Croyez-moi sur parole, allez voir ce film au cinéma. C'est une expérience qui, je le crois, ne laissera personne indifférent. Après I Am Not Your Negro, Raoul Peck frappe encore avec un documentaire de haut vol qui d'ailleurs a gagné le prix de l'Œil d'Or au Festival de Cannes cette année. Et pour parfaire l'hommage à Ernest Cole, un livre homonyme au documentaire et composé de 240 pages vient de paraître aux éditions de Noël et je ne peux que vous encourager à vous plonger dedans. Toute la beauté et le sang versé est un documentaire réalisé par Laura Poitras, sorti en 2022. C'est un film intime et personnel,
dans lequel l'artiste et activiste Nan Goldin se livre sur sa vie, son travail et ses combats. Après avoir porté son regard sur le monde de l'espionnage et du journalisme par le biais des révélations d'Edward Snowden ou Julian Assange avec Citizen4 et Risk, la réalisatrice Laura Poitras nous transporte sans retenue dans les moindres recoins de la vie de Nan Goldin, une artiste qui a souvent puisé dans sa vie privée pour créer et nourrir son art. Du suicide de sa sœur quand Nan avait 12 ans, à son passage par la prostitution ou son addiction aux opiacés, Nan se livre sans détour et nous raconte son histoire. On y apprend également comment elle a trouvé sa voie avec la photographie et plus largement avec l'art, et on comprend également un peu mieux pourquoi sa famille, ses amants, amis et connaissances occupent souvent une place de choix dans son travail. Toute la beauté et le sang versé s'attelle aussi à nous montrer comment l'artiste a su endosser la casquette d'activiste en tant que cofondatrice du collectif Pain. Pain est un groupe qui, de par ses nombreuses actions, se dresse contre la famille Sackler, propriétaire de Purdue Pharma, une entreprise connue pour commercialiser l'oxycontin, un opioïde décrié car induisant une forte dépendance chez le patient. Ce produit est souvent cité pour avoir participé à la crise des opioïdes aux États-Unis et au Canada, une crise sanitaire qui aurait coûté la vie à près de 700 000 personnes en près d'un quart de siècle. Toute la beauté et le sang versé est un portrait profond, sincère et plein de texture sur une femme engagée qui a su assumer et porter le poids de son art ainsi que celui de ses convictions. Après avoir évoqué son nom en parlant de Civil War, il est maintenant temps de nous intéresser à Lee Miller, un film réalisé par Hélène Curas et sorti le 9 octobre 2024 sur nos écrans. Parmi tous les films sur la photographie sortis cette année, je pense qu'il fait partie des plus populaires car c'est un film qui a su intéresser à la fois les passionnés de photographie, mais également le grand public grâce à son casting et à sa toile de fond. Lee Miller était un film que j'attendais au tournant. Si je faisais confiance au talent d'actrice de Kate Winslet pour interpréter le rôle phare, les premières images du film ne m'avaient pas vraiment emballé. La première bande-annonce m'a plutôt fait penser à une mini-série qu'à un long métrage, et j'ai eu le sentiment que le résultat final ne serait peut-être pas à la hauteur des enjeux. Finalement, une fois assis en salle devant l'écran, tous mes doutes se sont rapidement envolés. Je ne vais pas vous dire que je suis un fin connaisseur du travail que la photographe Lee Miller a réalisé au cours de sa vie. J'ai découvert une partie de son œuvre il y a maintenant 2 ans, en arpentant les couloirs du Musée de la Libération à Paris, pour l'exposition Femmes photographes de guerre, une exposition qui mettait en avant les clichés de 8 photographes. Bien que rapide et remontant à quelques années déjà, cette visite m'aura donné quelques connaissances de base sur l'œuvre et la vie de Lee Miller, et donc des clés de compréhension pour mieux apprécier le film. Madame Miller a marqué le monde de la photographie. C'est un fait indéniable. D'abord parce qu'elle a réalisé des clichés d'une grande qualité et souvent iconiques à un moment charnier de l'histoire, mais aussi parce que son parcours a permis d'ouvrir la voie à d'autres femmes. Son histoire se devait d'être portée sur le grand écran, et c'est maintenant chose faite. Basée sur la biographie Les vies de Lee Miller, parue en 1985 et écrite par Anthony Penrose, qui n'est autre que le fils de Lee Miller, le film prend le parti de ne s'intéresser qu'à une période d'environ 10 ans de la vie de notre protagoniste. Ce cadre lui permet de couvrir la période pendant laquelle Lee Miller a été correspondante de guerre pour l'édition anglaise du magazine Vogue au cours de la Seconde Guerre mondiale. Si le film utilise ou recrée avec brio certains clichés célèbres et célébrés de Lee Miller, qu'il nous montre la façon dont elle travaillait lorsqu'elle était sur le terrain avec son collègue journaliste David E. Sherman, ou lorsqu'elle s'entretenait avec la rédactrice en chef du magazine Vogue, l'autre réussite du film, c'est de nous faire découvrir un personnage à la vie dense et joué en nuances par Kate Winslet. Tantôt muse, modèle, photographe, journaliste, amie, amante, épouse. Si certaines facettes de sa vie privée ou professionnelle se conjuguent au passé ou au futur au gré des événements dépeints dans le film, la richesse de son vécu transparaît dans le personnage porté à l'écran. Si Kate Winslet est la tête d'affiche de ce film,
J'ai été agréablement surpris de la voir entourée d'actrices et d'acteurs français comme Marion Cotillard, Noémie Merlan ou Patrick Mille et de les entendre lui donner la réplique à la fois dans la langue de Shakespeare et dans celle de Molière. Alexander Skarsgård, Andrea Riseborough, Josh O'Connor ou encore Andy Samberg, le reste du casting est des plus convaincants et ce sont ces acteurs et les personnages qu'ils interprètent qui étoffent et donnent du relief aux différentes strates de la vie de Lee. Pour ce rôle, en plus d'avoir les vies de Lee Miller comme livre de chevet, Kate Winslet s'est plongée durant des années dans les archives de Lee Miller. L'équipe de production du film a conceptualisé ce long métrage en étroite collaboration avec Anthony Penrose, qui est d'ailleurs co-directeur des archives de sa mère. Pour le côté technique et pratique de la photographie, l'actrice, coachée par un photographe, s'est familiarisée pendant près de 2 mois avec des appareils photo semblables à ceux utilisés par la photographe. Le souci du détail a parfois même été poussé au point que Kate Winslet a elle-même recréé certains clichés de Lee Miller lors du tournage. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ce film au cinéma, sachez qu'il sera disponible en Blu-ray mi-février et qu'il devrait s'accompagner d'un documentaire inédit de 52 minutes en guise de bonus. Tous les hommes, quand ils commencent à toucher l'or, ne reviennent plus. I first saw this picture here in a gallery more than 20 years ago. I had no idea who took it. Whoever it was had to be both a great photographer and an adventurer, I thought. There was a stamp on the back and a signature, Sebastião Salgado. I acquired the print. The gallerist pulled other pictures by the same photographer from a drawer. What I saw profoundly moved me, especially this image here, a portrait of a blind Tuareg woman. It still moves me to tears even if I see it every day, as it's hanging over my desk ever since. So one thing I knew already about this Sebastião Salgado, he really cared about people. That meant a lot in my book. Ai-je besoin de vous présenter Wim Wenders, réalisateur de Paris, Texas, Buena Vista Social Club, Submergence ou encore Perfect Days? Ai-je besoin de vous présenter Sebastião Salgado, photographe dont les yeux et les appareils photos se sont baladés un peu partout sur le globe pour nous ramener des images époustouflantes et intemporelles? Si la réponse à chacune de ces questions est oui, c'est que vous n'avez pas encore vu Le sel de la Terre, et il va falloir que vous rectifiez cette erreur très très vite. Le sel de la Terre est un documentaire de 1h50, sorti en 2014 et co-réalisé par Wim Wenders et Juliano Ribeiro Salgado. C'est un long métrage qui retrace la vie et la carrière de photographe de Sebastião Salgado. Des mines d'or de son Brésil natal à la Sibérie, en passant par les puits de pétrole enflammés du Koweït, au corps marqué par la faim en Éthiopie, ce globe-trotter a photographié la nature dans toute sa splendeur, mais aussi dans toutes ses atrocités. Je tiens d'ailleurs à mettre en garde les personnes sensibles, c'est un documentaire qui peut être très dur à regarder, notamment lors des passages où Sebastião nous témoigne de ce qu'il a vu et photographié sur des zones de guerre ou de crise humanitaire. Je ne tarirai jamais d'éloges sur ce documentaire. Je ne vais pas tourner autour du pot plus longtemps. Si vous ne deviez voir qu'un seul film sur cette liste, je vous recommanderais Le sel de la Terre. C'est un documentaire grandiose, une lettre d'amour à la nature et à la photographie.
Bon, et si on prenait la vie avec un peu plus de légèreté en rigolant un peu? C'est ce que nous propose la famille Asada, un film de 2 heures et 7 minutes sorti chez nous en 2023 et réalisé par Ryota Nakano. Le film est librement inspiré de la vie du photographe Masashi Asada et du projet artistique dans lequel il se met en scène dans des portraits atypiques avec les membres de sa famille. Ce que le film met en avant, c'est vraiment la capacité de la photographie à pouvoir évoquer les liens familiaux à travers le souvenir de bons moments passés avec ses proches. Ce message prend tout son sens lorsque le photographe participe à un projet de récupération de photos de personnes ayant perdu leur maison dans le tsunami responsable de la catastrophe de Fukushima. Bien qu'il s'agisse d'une comédie, le film m'a ému plus d'une fois et je suis sorti du cinéma le cœur léger et avec un sourire aux lèvres. La famille Asada est un feel-good movie et certainement le film de cette liste le plus propice à être regardé en période de fin d'année au moment des fêtes. Ne loupez pas ce film, vous passerez un bon moment, je vous le garantis. Et nous voilà arrivés à la fin de l'épisode. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas, le petit pouce, on partage, tout ça. N'hésitez pas à me donner vos recommandations photos dans l'espace commentaire. Sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes et on se donne rendez-vous au prochain épisode. Ciao. Quel putain de bon film.